on pense aux points les plus chauds de la planète, on pense souvent à la Corée du Nord et à celle du Sud, à l'Inde et au Pakistan, à l'Iran et Israël, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la Chine et Taïwan. Mais là, on va parler d'un théâtre moins connu, qui est resté discret pendant des décennies jusqu'à il n'y a pas très longtemps. L'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Alger avait décidé de revoir ses relations avec Rabat, accusé d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord de l'Algérie. En fait, la frontière maroco-algérienne est fermée depuis 1994 et les deux pays sont à couteau tiré concernant le contrôle du territoire du Sahara occidental. Mais ces 3 dernières années, la tension est encore montée d'un cran, au point que le ministre algérien des Affaires étrangères a accusé le Maroc de mener des actions hostiles. Alors, ça fait longtemps qu'Alger accuse Rabat de tout ce qui va mal, de l'existence de groupes séparatistes kabyles aux incendies forestiers en 2021. La dernière affaire en date, c'est celle-ci. L'Algérie annonce avoir intercepté 3 Marocains à bord d'un jet ski entrés illégalement dans ses eaux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Eh ben, c'est normal, fin août 2023, un premier drame avait eu lieu au large de la frontière maroco-algérienne. Perdus en mer en jet ski, 2 vacanciers franco-marocains tués par des gardes-côtes algériens. Aujourd'hui, la crise est en train de changer de dimension. Alors, qu'est-ce qui a poussé l'Algérie à rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc? Y a-t-il un réel danger que la situation dégénère entre le Maroc et l'Algérie? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord se pencher sur l'histoire de la région. Les sables oubliés. L'Algérie et le Maroc n'ont jamais été amis. Les deux pays se considèrent chacun comme la principale puissance régionale. Or, cette rivalité mène souvent à des frictions. Mais d'où est-ce que ça vient? En fait, les deux pays partagent 1600 km de frontières. C'est la France, l'ancienne puissance coloniale, qui a tracé cette limite. Et le problème, c'est qu'elle l'a faite de manière très imprécise et complètement arbitraire, sans tenir compte du souhait des populations autochtones. Alors pourquoi est-ce que c'est la France qui s'en est occupée? Et ben en fait, le Maroc était sous mandat français depuis 1912. Par contre, le Sahara occidental, lui, était sous contrôle espagnol. Bref, en 56, le Maroc devient indépendant et quelques années plus tard, l'Algérie à son tour obtient son indépendance en 62, après une guerre particulièrement brutale. Dans la foulée, les deux pays ont amassé des troupes à leurs frontières communes pour marquer leur position et surtout pour gratter quelques kilomètres carrés si possible. C'est comme ça qu'a démarré en 63 la guerre des sables, qui n'eut pour autre effet que d'alimenter l'inimitié et le ressentiment entre les deux pays voisins. En 75, l'Espagne se retire du Sahara occidental. Dans la foulée, le roi du Maroc Hassan II, le père de Mohamed VI, organise une marche verte sur le Sahara occidental. Aujourd'hui, le royaume marocain contrôle 80% du Sahara occidental. Alors, quel est l'intérêt du Maroc derrière cette histoire? Déjà, pour évidemment élargir son territoire et ensuite pour prendre le contrôle des gisements de phosphate qui sont très nombreux dans ce coin. Alors, selon les points de vue, la présence du Maroc au Sahara occidental, c'est soit une campagne d'occupation, soit une campagne de rétablissement de la souveraineté marocaine. Bref, c'est à partir de 75 et de la Marche verte qu'éclate une guerre entre le Maroc, la puissance occupante, et le Front Polisario, un groupe indépendantiste soutenu militairement par Alger. Même qu'en 76, le Front Polisario proclame la création de la République arabe sahraoui démocratique, que même les Nations Unies et l'Union africaine reconnaissent, ce qui évidemment insupporte le Maroc. Mais le soutien logistique et matériel de l'Algérie au Front Polisario n'a pas suffi. Le Maroc a écrasé le mouvement indépendantiste sahraoui. D'ailleurs, les troupes de Hassan II n'ont pas hésité une seconde à recourir au napalm et à des bombes au phosphore blanc, ce qui a poussé les Sahraouis à fuir vers des camps de réfugiés en Algérie. Dès lors, ce sont 180 000 Sahraouis qui vivent dans des camps de réfugiés dans la province algérienne de Tindouf, une vaste plaine désertique du Sahara. La
guerre entre le Maroc et le Polisario s'est poursuivie jusqu'à ce qu'une trêve soit conclue en 1989 grâce à la médiation de l'ONU et à l'accord entre les deux parties pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Sauf que ce référendum n'a jamais eu lieu. Mais la trêve de 89 était une opportunité de stabiliser le Maghreb. Et c'est précisément à ce moment-là qu'a été créée l'Oumma, l'Union du Maghreb arabe. Une organisation créée pour stimuler le libre-échange entre l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Le succès fut immédiat. Les frontières s'ouvrirent et les restrictions de visa furent levées. C'est en quelque sorte le miracle du libre-échange. Mais la paix fut de courte durée. Elle a duré tout juste 5 ans. En fait, entre 91 et 2002, l'Algérie a traversé une guerre civile à laquelle l'Oumma ne résista pas. En 1994, la situation s'envenime encore un peu plus lorsque des hommes armés font irruption dans un hôtel à Marrakech, assassinant 2 touristes. Hassan II accuse l'Algérie d'être derrière l'attaque et, en réponse, le Maroc expulse des milliers de résidents et de touristes algériens et remet en place un système de visa aux frontières. L'Algérie répondit à son tour en fermant ses frontières aux Marocains. Depuis, près de 30 ans se sont écoulés et les frontières sont toujours closes. Ok, ça c'était l'historique des relations maroco-algériennes. Or, durant toutes ces années, l'économie algérienne a continué de croître grâce au pétrole et au gaz. Mais en 2019, le prix des combustibles fossiles s'écroule d'un coup, ce qui précipite l'Algérie dans une crise politique. Crise qui a été aggravée par l'incapacité de l'armée à imposer un successeur au président Bouteflika. Des manifestations populaires prennent place en 2019 et poussent l'armée à vider Bouteflika, après qu'il ait passé 20 ans au pouvoir. En vrai, personne n'est dupe. Il avait fait un grave AVC en 2013, qu'il avait laissé très diminué. Depuis, ce n'était clairement plus le président Bouteflika qui était aux commandes, mais son clan et l'état-major algérien. En parallèle, le pouvoir marocain avait consolidé sa position par rapport au Sahara occidental. En fait, c'est la dynastie alaouite qui règne sur le Maroc qui a manifesté le plus fort intérêt pour l'apaisement des tensions maroco-algériennes et la réouverture des frontières. Voilà ce qu'a publiquement déclaré en 2021 le roi Mohamed VI. فقناعتي أن الحدود مفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين من شعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي. Malheureusement, il semblerait bien que la situation va perdurer. Tensions nouvelles et litiges anciens. Mais en novembre 2020, le Sahara occidental s'embrase à nouveau. Le Front Polisario met fin au cessez-le-feu avec le Maroc après que celui-ci a déployé des troupes dans une zone tampon. L'objectif des Marocains, déloger des indépendantistes qui bloquaient l'unique axe routier qui permettait d'acheminer des marchandises commerciales vers et depuis le sud. Mais il y a aussi eu un tournant majeur du point de vue géopolitique. En fait, en décembre 2020, Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur l'ancienne province espagnole. Alors attention, quand on dit reconnaître, il n'y a pas eu de signature officielle d'un traité, il a juste tweeté. N'empêche que la décision de l'ex-président républicain a constitué une victoire importante et symbolique pour la dynastie alaouite. Mais elle a aussi porté un coup dur aux aspirations sahraouis d'organiser un jour un référendum pour l'indépendance. Alors évidemment, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, elle n'était pas gratuite. En retour, le Maroc a dû consentir à normaliser ses relations diplomatiques avec Israël. Bon, l'effort était minime parce que Israël et le Maroc ont toujours entretenu des relations très cordiales. Faut dire que le Maroc a vraiment tiré profit de cette relation avec l'État hébreu, vu
l'usage intensif que les autorités marocaines ont fait du logiciel espion israélien Pegasus. Projet Pegasus, l'Algérie surveillée de près par les Maroc. Grâce au logiciel Pegasus, les services de renseignement marocains ont surveillé plus de 6000 Algériens. Et pas n'importe qui, vous vous en doutez bien. Ils ont surveillé l'élite politique, économique et militaire, celle-là même qui dirige l'Algérie depuis son indépendance. L'implication de Rabat dans cette opération d'espionnage a été très mal vécue à Alger. Et le fait qu'Israël soit impliqué a constitué une humiliation supplémentaire pour le régime algérien. En fait, l'Algérie est un pays très conservateur et c'est surtout l'un des principaux alliés de la cause palestinienne. C'est pourquoi le pouvoir algérien accuse Rabat de trahir le monde arabo-musulman en s'alliant à l'ennemi sioniste, entre guillemets. Par contre, ceux qui tirent bien leur épingle du jeu, ce sont justement les Israéliens. L'adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » s'applique parfaitement à l'Algérie et au Maroc. En fait, le 1er mai 2018, la capitale marocaine Rabat a rompu ses relations avec la capitale iranienne Téhéran. Pourquoi ? En fait, les autorités marocaines ont découvert que l'Iran soutenait le front Polisario, que ce soit directement ou via le Hezbollah libanais, un proxy iranien. On peut donc observer d'une part un front maroco-israélien et de l'autre un bloc irano-algérien. D'où la visite au Maroc en août 2021 du ministre des Affaires étrangères israélien de l'époque, au cours de laquelle il n'a pas manqué de jeter de l'huile sur le feu. Lapide met en lumière le rapprochement entre l'Algérie et l'Iran. Sauf que le rapprochement entre le Maroc et Israël, ça arrange quand même un peu le pouvoir algérien. L'effondrement en 2019 du cours du baril de pétrole et du prix du gaz a été très dur à surmonter pour l'économie algérienne qui en dépendait énormément. Alors si elle en a tant souffert, c'est que l'essentiel du budget algérien provient de la rente sur les hydrocarbures. Donc dès que les coupes budgétaires ont commencé, la population algérienne s'est retournée contre le pouvoir et le départ de Bouteflika n'a rien arrangé. Les luttes intestines au sein du régime algérien ont failli causer sa perte. Et c'est à ce moment-là qu'est invoqué le concept d'ennemi extérieur. Une excuse idéale pour détourner l'attention. C'est pour ça que l'État algérien a refusé l'aide du Maroc quand celui-ci avait proposé de lui prêter 2 Canadair pour lutter contre d'importants incendies dans le nord du pays. Plutôt brûler que d'être humilié. Je vous jure les gars, franchement, l'ego des fois, ça me dépasse. L'offre d'aide marocaine à l'Algérie tombe dans l'oreille d'un sourd. Tebboune appelle à l'aide l'UE. Sauf qu'aujourd'hui, le bras de fer entre Rabat et Alger continue. Ce qui est certain, c'est que les deux économies rivales gagneraient beaucoup si les instances gouvernantes se réconciliaient, tout comme ça s'était déjà vérifié par le passé avec l'Ouma. Malheureusement, la tendance va plutôt dans le sens contraire, surtout dans le cas de l'Algérie. Alors pourquoi le pouvoir algérien opère-t-il une fuite en avant dans la détestation de la monarchie voisine ? De l'eau dans le gaz. L'Algérie est le 10e producteur mondial de gaz naturel. La moitié de sa production est destinée à sa propre consommation et l'autre moitié, elle est exportée. Ses principaux clients sont européens. L'Algérie vend 60% de ses exportations de gaz naturel à l'Italie et à l'Espagne, principalement via des gazoducs. Mais étant donné la géographie de la région, pour que ces gazoducs puissent atteindre le continent européen, le régime algérien a été forcé de négocier avec la Tunisie pour construire un gazoduc transméditerranéen et avec le Maroc pour la construction du gazoduc Maghreb-Europe. Et les conséquences de la crise diplomatique entre les deux pays sont déjà bien visibles. Dans une nouvelle escalade, l'Algérie cesse d'approvisionner l'Espagne en gaz via les Maroc. L'Algérie et le Maroc sont reliés par le gazoduc Maghreb-Europe, un pipeline de 1400 km de long qui arrive à Cordoue en Espagne. Inauguré en 1996, ce gazoduc traverse le territoire marocain sur 540 km avant d'atteindre le détroit de Gibraltar. Il transportait annuellement 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Les négociations pour sa construction ont commencé en 1990, quand les relations entre le Maroc et l'Algérie étaient plutôt bonnes. Cet accord était gagnant-gagnant pour tous les parties impliquées. L'Espagne sécurisait sa principale source d'approvisionnement en gaz naturel, tandis que l'Algérie s'enrichissait grâce à son exportation.
Mais les bénéfices étaient aussi très intéressants pour le royaume du Maroc. En échange du droit de transit du gaz algérien vers la péninsule ibérique à travers son territoire, le Maroc percevait une commission de 7% de la valeur totale du gaz exporté. En 2019, ce péage ne leur rapportait que 50 millions d'euros en raison de la baisse du prix des carburants, mais en 2014, on avoisinait plutôt les 200 millions d'euros. Et puis, l'accord conclu en 92 qui prévoyait que l'exploitation du gazoduc serait réalisée par une société propriété du groupe espagnol Naturgy et du portugais Galp devait expirer le 31 octobre 2021. Ça signifie qu'à partir de novembre 2021, la section du gazoduc qui traversait le Maroc passerait sous contrôle de l'État marocain. Rabat avait de fait annoncé qu'il espérait obtenir un accord encore plus avantageux pour le Maroc. Mais, dommage pour lui, le gazoduc Maghreb-Europe qui traverse le Maroc n'est pas le seul à acheminer le gaz algérien vers l'Espagne. En 2011, l'Algérie et l'Espagne ont inauguré le gazoduc sous-marin Medgaz qui relie directement les champs gaziers algériens au réseau espagnol d'Almeria. Sa capacité à l'inauguration, 8 milliards de mètres cubes. Bon, à lui seul, le gazoduc Medgaz ne suffit clairement pas à couvrir l'ensemble des besoins du marché espagnol. C'est pourquoi, en 2021, l'entreprise d'État algérienne Sonatrach a décidé d'augmenter de 25% la capacité de Medgaz pour passer à 10 milliards de mètres cubes. Au total, fin 2022, l'Algérien Sonatrach avait livré plus de 83 milliards de mètres cubes de gaz naturel à l'Espagnol Naturgy. Mais l'Algérie a aussi assuré à l'Espagne que si le pays européen avait besoin de plus de gaz, elle serait prête à l'approvisionner avec des supertankers, ces espèces d'énormes navires. Or, quelques mois plus tard, en février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. En signe de soutien, l'Union européenne impose des sanctions au pétrole et au gaz russe. Mais ce faisant, l'Union européenne renonce aussi à s'approvisionner en gaz bon marché qui arrivait via le gazoduc Nord Stream 1. Du pain béni pour les Algériens qui ont vu la demande de gaz européenne littéralement exploser. Et pour le Maroc, pas de chance. D'ailleurs, une complication supplémentaire pour le Maroc, c'est que le gazoduc Maghreb-Europe lui fournissait 45% de sa propre demande de gaz à un prix inférieur au prix du marché. Un carburant qui alimente en combustible les centrales thermiques du pays, qui génèrent environ 12% de son électricité. Autrement dit, quand l'Algérie a décidé de couper le gazoduc Maghreb-Europe, elle a non seulement privé son voisin des revenus tirés du droit de péage à l'exportation, mais aussi d'une importante source d'approvisionnement énergétique. Le régime algérien est prêt à tout pour mettre des bâtons dans les roues de son voisin, quitte à se tirer une balle dans le pied, parce que en refusant de vendre du gaz au Maroc, l'Algérie se prive elle aussi d'un revenu supplémentaire. N'empêche, l'Algérie jubile, elle dispose aussi d'autres tours dans son sac pour importuner son voisin, genre... L'Algérie ferme l'espace aérien à tous les avions marocains. Après, le Maroc dispose aussi d'une arme de dissuasion massive. Chaque fois que l'Espagne penche un peu trop du côté de l'Algérie, le Maroc incite ou laisse passer quelques milliers de migrants d'Afrique subsaharienne qui tentent par tous les moyens de pénétrer dans les enclaves de Ceuta et Melilla en territoire marocain. Migrants, Melilla, comment l'Espagne a laissé mourir des dizaines de personnes à sa frontière? C'est dramatique, mais terriblement efficace. L'Espagne et l'Union européenne comprennent immédiatement le message et rétablissent l'équilibre dans leurs délicates relations avec Alger et Rabat. Les deux capitales vont toujours plus loin dans la provocation. Alors pourquoi cette fuite en avant ? L'étranger, l'ennemi public numéro 1. Bon, pour les plus littéraires d'entre vous, je voulais absolument caser un petit clin d'œil à l'un de mes livres préférés. C'est désormais chose faite. Donc, le dernier pied de nez d'Alger à Rabat remonte à pas si longtemps que ça. Début janvier 2024 pour être plus précis. Après le double incident en mer entre les gardes-côtes algériens et des touristes marocains en fin d'année dernière, les autorités algériennes ont décidé d'interrompre leur collaboration avec les ports marocains.
L'Algérie boycotte les ports du Maroc. La rivalité prend un virage commercial. L'Algérie et le Maroc continuent de jouer le jeu de la provocation. Récemment, Alger a décidé d'interdire tout transbordement ou transit par les ports marocains des marchandises qui lui sont destinées. Selon la presse marocaine, il s'agit là d'une mesure visant à enrayer l'activité des Tangemed, le plus important complexe portuaire du pays. Vu le volume que représentent les marchandises en direction de l'Algérie, plusieurs dizaines de milliards d'euros, cette interdiction constitue un nouveau coup dur à l'économie marocaine, même si les autorités du royaume tentent de minimiser le problème. Ce qui attire réellement l'œil, c'est l'objectif derrière cette défiance du régime algérien à l'égard de Rabat. Ça fait quand même pas mal penser à des techniques populistes tribales de la part du gouvernement algérien pour dissimuler sa propre incompétence, son incapacité à régler les problèmes internes. Sa meilleure diversion, l'ennemi extérieur. Cependant, il y a deux questions auxquelles l'Algérie se doit d'être attentive. D'une part, le gaz naturel liquide est plus cher à acheminer par navire que via un pipeline. Par conséquent, le gaz algérien va perdre son avantage concurrentiel, qui était celui d'un prix inférieur à celui du marché, parce qu'il était acheminé jusqu'à présent par gazoduc. D'autre part, les usines espagnoles de regazéification peuvent traiter du GNL algérien, mais aussi de n'importe où ailleurs dans le monde. L'Algérie doit donc veiller à ce que son approvisionnement soit régulier et soutenu, d'autant plus depuis le début de la guerre en Ukraine et l'explosion de la demande européenne de gaz. Au final, tout porte à croire qu'il ne s'agit que d'un stratagème pour renforcer la position algérienne concernant les négociations sur l'avenir du gazoduc Maghreb-Europe et ainsi empêcher le Maroc d'exiger une révision des conditions qui ont été convenues il y a 30 ans. Il semble peu probable que le conflit diplomatique dégénère en affrontement violent. Mais en période de tension, la marge d'erreur est infime et le moindre malentendu peut mettre le feu aux poudres. Franchement, vu les efforts déployés par Mohamed VI, c'est dommage que le régime algérien refuse la main qui lui est tendue. Le roi du Maroc appelle à un retour à la normale avec l'Algérie. Dans un discours à la nation, Mohamed VI a dit souhaiter la réouverture des frontières entre les deux pays. Un vrai gâchis. Bref, maintenant, à votre tour, qu'en est-il de l'avenir des relations Maroc-Algérie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-la tourner à vos potes et nous, on vous dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, ciao!